De nos jours, tous les territoires habitables pour les humains, c'est-à-dire l'ensemble des terres émergées de la planète, sauf l'Antarctique, sont sous le contrôle et revendiqués par les différents États souverains, mondialement reconnus ou pas, et autres entités politiques et militaires. Tous, non, car il existe encore au moins un territoire qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Plus sérieusement, il existe un tout petit bout de territoire qui a la particularité d'être coincé entre deux États et qui pourtant n'est contrôlé ni revendiqué ni par l'un ni par l'autre. Et c'est justement dans ce territoire singulier que nous allons nous rendre dans cette vidéo. Dans le droit international, on désigne un territoire qui n'est ni contrôlé ni revendiqué par un État souverain et où il n'y a aucune présence humaine permanente sous le nom de terra nullius, une expression latine qui peut se traduire par terre n'appartenant à personne ou terre de personne, terre inhabitée ou encore terre sans maître. Par le passé toutefois, le terme terra nullius avait une signification différente et fut utilisé pour de toute autre raison, notamment pour justifier une politique d'expansion territoriale. À l'origine, l'expression terra nullius apparut pour la première fois dans une bulle pontificale, un décret officiel émis par le pape datant de 1095, année qui vit le commencement de la première croisade. Depuis l'époque des croisades et jusqu'à celle de la colonisation, terra nullius désignait des territoires où vivaient des populations non évangélisées, c'est-à-dire qui n'étaient pas chrétiennes. Plusieurs royaumes catholiques s'en remirent à l'autorité suprême du pape qui pouvait attribuer à tel ou tel souverain une terra nullius dans le but d'évangéliser la population locale. L'exemple le plus célèbre étant le traité de Tordesillas signé en 1494 et qui vit le partage du monde encore largement méconnu en Europe entre l'Espagne et le Portugal avec la bénédiction du souverain pontife. Toujours pendant la période coloniale, terra nullius désignait souvent des territoires dont les populations locales n'exploitaient pas ou peu les ressources naturelles qui s'y trouvaient, ou pire encore, qui étaient considérées comme étant issues d'une civilisation inférieure par rapport aux puissances colonisatrices ou même dans certains cas comme n'étant tout simplement pas des êtres humains à part entière. C'est en grande partie sur ce principe que s'effectua par exemple la colonisation de l'Afrique par les Européens à la fin du XIXe siècle. Ce n'est véritablement qu'à partir du XXe siècle que le terme terra nullius commença à prendre le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Actuellement, le nombre de territoires qui ne sont pas contrôlés ni revendiqués par aucun État se compte sur les doigts de la main. Et de fait, on peut considérer qu'il n'y a aujourd'hui que 3 terrae nullius. Et oui, j'ai dit terrae nullius parce que j'ai fait du latin au collège et donc j'accorde les mots latins au pluriel de cette langue. La première d'entre elles, qui est de très loin la plus grande, c'est tout simplement un continent tout entier, l'Antarctique. Cependant, on peut considérer que cette terra nullius est un peu à part, et ce pour au moins 2 raisons. D'une part, aucun humain ne peut s'y installer de façon permanente en raison du climat local, et d'autre part, le statut de l'Antarctique est régi par un traité signé à Washington en 1959 qui interdit toute présence militaire sur ce continent ainsi que l'exploitation de ses ressources naturelles. Ce traité, ratifié à ce jour par 56 États, doit rester en vigueur jusqu'en 2040, date à laquelle il pourrait être renouvelé. Si l'on considère malgré tout que les revendications territoriales sont valables, ce ne sont pas moins de 7 pays qui affirment que des morceaux de l'Antarctique leur appartiennent, à savoir l'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. De plus, 55 des 56 États qui sont parties prenantes du traité sur l'Antarctique y possèdent des bases de recherche au sein desquelles des scientifiques habitent plusieurs mois par an. Actuellement, on dénombre en tout 70 bases de ce type. On remarque toutefois qu'il existe sur ce continent un territoire appelé Terre de Mary Bird qui n'est revendiqué par aucune nation et sur lequel aucune base de recherche scientifique n'a été implantée. On peut donc considérer que la Terre de Mary Bird est une terra nullius à part entière, sauf pour les pingouins bien sûr. Cela va sans doute vous surprendre, mais il existe encore potentiellement une terra nullius en Europe.
En effet, au niveau de la frontière entre la Croatie et la Serbie, un contentieux oppose les deux pays des Balkans sur le passage exact du tracé de leurs frontières au niveau du Danube. Car en effet, dans la partie septentrionale de cette frontière se trouve une zone marécageuse au sein de laquelle passe le fleuve dont le cours a largement évolué au fil des siècles. Ainsi, la Croatie revendique comme frontière avec la Serbie l'ancien cours en forme de slalom qui date du début du XIXe siècle et qui est aujourd'hui largement asséché, tandis que la Serbie revendique le cours actuel du Danube qui forme comme une ligne droite. Les différences de tracé entre les deux frontières revendiquées font qu'il existe 4 petites poches de territoire au sein du marécage qui se trouvent du côté de la rive droite du Danube, c'est-à-dire, dans ce cas précis, du côté de la Croatie, mais que cette dernière considère comme faisant partie de la Serbie, ce que cette dernière rejette catégoriquement. C'est le statut incertain de ces bandes de terre qui a été exploité par le politicien tchèque d'obédience libertarienne Vít Jedlička, qui a fondé le 13 avril 2015 sur la plus grande de ces 4 terrae nullius appelée Siga, la République libre du Liberland, une micronation qui revendique être le premier État libertarien au monde dans lequel la liberté serait absolue et les impôts inexistants. Toutefois, quelques semaines seulement après sa création, le fondateur du Liberland, qui en est aussi le président, ainsi que ses partisans, furent empêchés d'accéder à ce qui est censé être le territoire de leur pays par la police croate, alors même que la Croatie ne revendique pas officiellement Siga. On pourrait dès lors considérer que les terrae nullius nés du litige autour du tracé exact de la frontière serbo-croate ne le sont que de juré et pas de facto. De fait, on peut considérer qu'aujourd'hui, sur les terres émergées habitables pour l'homme, l'Antarctique étant un cas à part, il n'existe en fait qu'une seule véritable terra nullius. Et pour la trouver, il faut se rendre au nord-est du continent africain, au cœur du désert du Sahara. Voici Bir Tawil, un territoire de 2060 km² coincé entre l'Égypte au nord et le Soudan au sud. Le terme Bir Tawil tire son origine d'un puits situé pile au milieu de ce territoire. D'ailleurs, les mots arabes Bir et Tawil signifient respectivement puits et long. Bir Tawil peut ainsi signifier puits long ou alors, dans le cas ici présent, puits profond. Le Bir Tawil doit son existence à une modification du tracé de la frontière entre l'Égypte et le Soudan par les Britanniques lorsque ceux-ci dominaient cette région. En 1882, les Britanniques conquièrent l'Égypte qui était alors théoriquement un État vassal de l'Empire ottoman, mais dans les faits indépendant, et y établir un protectorat. L'objectif pour Londres était avant tout de s'assurer le contrôle du canal de Suez, inauguré quelques années plus tôt, par lequel passait la très stratégique route commerciale reliant la métropole coloniale à l'Empire des Indes, joyau de la couronne britannique. Depuis le début du XIXe siècle, l'Égypte revendiquait aussi le contrôle du Soudan et lors du partage de l'Afrique entre les puissances coloniales européennes, les Britanniques reprirent à leur compte ces revendications car leur objectif était de remonter le cours du Nil afin de trouver sa source. Mais la conquête du Soudan fut douloureuse car ils se heurtèrent à la résistance farouche des mahdistes, des chefs religieux qui souhaitaient instaurer un émirat au Soudan. La conquête du Soudan fut finalement achevée en 1899 et pour maintenir l'illusion qu'il respecte les revendications égyptiennes, le Royaume-Uni fit du Soudan un condominium anglo-égyptien. Un condominium est un territoire administré conjointement par plusieurs États, même si, dans le cas du Soudan anglo-égyptien, les Britanniques étaient les véritables maîtres du jeu. En 1899, une fois les terres convoitées conquises, les Britanniques s'attelèrent à tracer une frontière séparant administrativement leur protectorat égyptien du Soudan anglo-égyptien. Ils décidèrent de tracer une ligne droite longue de plus de 1240 km au niveau du 22e parallèle de latitude nord, depuis les confins de la Libye jusqu'aux rives de la mer Rouge. Mais en 1902, les Britanniques procèdent à une rectification de la frontière au niveau de sa partie orientale afin de tenir compte des revendications des tribus bédouines locales. C'est ainsi que le territoire correspondant à l'actuel Bir Tawil, qui faisait jusque-là partie du Soudan,
passe sous contrôle égyptien car cette terre était une zone de pâturage pour la tribu Abba Abda basée dans la ville égyptienne d'Assouan située 250 km plus au nord, tandis qu'un territoire de 20 580 km² situé au bord de la mer Rouge, appelé Triangle d'Alaïb, qui était alors partie intégrante de l'Égypte, devint un territoire du Soudan anglo-égyptien car les tribus Bedja, originaires du Soudan et qui ont la particularité de parler une langue différente de l'arabe, étaient aussi présentes dans cette région. Lorsque l'Égypte accéda officiellement à l'indépendance en 1922, c'est la seconde frontière tracée en 1902, soit 20 ans plus tôt, qui fut officiellement reconnue comme frontière officielle avec le Soudan, toujours alors sous le régime du condominium, et quand le Soudan acquit à son tour la pleine souveraineté en 1956, la frontière de 1902 fut de nouveau confirmée. Mais en 1958, coup de théâtre. L'Égypte, alors dirigée par un certain Gamal Abdel Nasser, est désireuse de récupérer le triangle d'Alaïb et son accès à la mer Rouge, revendique de nouveau le tracé de 1899 comme étant la frontière avec le Soudan, ce qui provoqua naturellement la colère des autorités soudanaises. Après une brève démonstration de force de la part de l'armée égyptienne dans cette région, en février 1958, le président Nasser retira ses troupes le mois suivant. Pendant plus de 30 ans, le triangle d'Alaïb fut de facto administré conjointement par les deux pays et en somme, il s'agissait d'un condominium égypto-soudanais ou soudano-égyptien selon le point de vue. Mais en 1992, la découverte, surprise, de réserves de pétrole au large des côtes d'Alaïb provoque une brusque remontée des tensions, l'Égypte s'opposant à l'octroi par le gouvernement soudanais d'un permis d'exploitation à une compagnie pétrolière canadienne qui renonce finalement à prospecter la région. L'Égypte envoie aussitôt ses soldats occuper le triangle d'Alaïb malgré les objections du Soudan. Ce dernier, devant la supériorité en hommes et en équipement de l'armée égyptienne, décide de retirer ses troupes du triangle d'Alaïb en janvier 2000, qu'il continue pourtant de revendiquer comme lui appartenant de plein droit. Depuis plus de 20 ans, le triangle d'Alaïb est donc de facto administré par l'Égypte. Et pendant que l'Égypte et le Soudan se disputent le triangle d'Alaïb, le Bir Tawil, quant à lui, n'est réclamé par aucun des deux États. Au contraire, un peu comme avec les terres marécageuses entre la Serbie et la Croatie, l'Égypte et le Soudan affirment chacun de leur côté que le Bir Tawil appartient à l'autre. Ainsi, l'Égypte revendique comme frontière avec le Soudan celle tracée en 1899, appelée aussi frontière politique, qui fait du Bir Tawil un territoire soudanais et du triangle d'Alaïb un territoire égyptien, alors qu'au contraire, la frontière revendiquée par le Soudan, celle datant de 1902 et nommée également frontière administrative, fait du Bir Tawil un territoire égyptien et du triangle d'Alaïb un territoire soudanais. Au regard du droit international, aucune des deux nations n'a intérêt à revendiquer à la fois le Bir Tawil et le triangle d'Alaïb, car cela donnerait la mauvaise impression qu'ils veulent étendre leur territoire aux dépens de l'autre. Mais alors, pourquoi l'Égypte et le Soudan se disputent de manière parfois violente le triangle d'Alaïb alors qu'ils semblent chacun délaisser le Bir Tawil? Tout simplement parce que, outre le fait qu'il soit 10 fois plus grand, le triangle d'Alaïb dispose de deux atouts majeurs que le Bir Tawil n'a pas. Un accès à la mer Rouge par laquelle passe depuis le canal de Suez la route commerciale stratégique reliant l'Europe à l'Asie et la présence de ressources naturelles avec en particulier les réserves offshore d'hydrocarbures. En face, le Bir Tawil, enclavé et dépourvu de richesses dans son sous-sol, hormis quelques réserves en or, est clairement dénué de valeur stratégique. Bref, en n'étant ni contrôlé ni revendiqué par aucun État souverain sur Terre et sans population y résidant de manière permanente, le Bir Tawil est aujourd'hui le seul territoire théoriquement habitable pour l'être humain à véritablement remplir les 3 critères nécessaires pour être considéré comme une terra nullius. Comme vous pouvez vous en douter, le statut indéterminé du Bir Tawil est utilisé à leur avantage par des individus qui font de ce territoire celui de leur micronation, bref, de leur propre État. En tout, j'ai compté plus d'une dizaine de micronations
qui revendiquent le Birtawil comme leur territoire. Mais la plus célèbre de ces micronations est sans doute celle fondée le 16 juin 2014 par l'Américain Jeremiah Heaton qui depuis chez lui en Virginie parcourut plus de 10 000 km pour se rendre au Birtawil et y planter le drapeau de sa micronation, le royaume du Soudan du Nord dont il devint le roi, tout ça afin que sa fille Emily, alors âgée de 7 ans, devienne une princesse. Bien qu'il s'agisse d'un projet avant tout fantaisiste et que cette micronation, comme toutes les autres, n'est reconnue par aucun État, Jeremiah Heaton fit la promotion de son royaume autant qu'il le pouvait, que ce soit en apparaissant dans des articles de presse et des reportages de télévision, en créant son site internet, en nouant des relations diplomatiques entre guillemets avec les autres micronations à travers le monde, en lançant sa propre crypto-monnaie et même en vendant les droits d'auteur du documentaire consacré à sa famille qu'il envisageait de tourner à Disney. Malheureusement, la plupart de ces projets n'aboutirent pas en raison du manque d'intérêt sur la durée autour du royaume du Soudan du Nord, mais surtout à cause de l'environnement hostile dans lequel se trouve le Birtawil, tant sur le plan environnemental, on est quand même au beau milieu du désert du Sahara, que sur le plan géopolitique, l'Égypte ayant été déstabilisée par les soubresauts ayant suivi le mouvement du printemps arabe en 2011, tandis que le Soudan a carrément sombré dans une atroce guerre civile en 2023. De fait, avec la situation plus qu'instable dans laquelle se trouve actuellement cette région du monde, le Birtawil semble encore plus ignoré qu'il ne l'était déjà. Ainsi, le territoire du Birtawil est un bon exemple des conséquences imprévisibles sur le long terme que peuvent avoir des décisions prises à propos du tracé d'une frontière à des milliers de kilomètres d'un territoire concerné par des gens qui n'y ont sans doute jamais mis les pieds et qui ne tiennent pas toujours compte des avis de la population locale. Des décisions qui peuvent avoir, en fonction du contexte et des personnes concernées, des conséquences aussi bien négatives que positives, mais aussi parfois insolites et même, dans certains cas, amusantes. De plus, par son statut de terra nullius, le Birtawil attire malgré lui des individus qui veulent s'affranchir des règles et des contraintes de leur pays d'origine et inventer leur propre chemin en proclamant leur propre État dont ils deviennent naturellement les dirigeants. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à ce territoire unique en son genre qu'est la Terra Nullius de Birtawil. J'espère que ce voyage insolite vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos passionnantes. À très bientôt les amis, salut!